Bonjour à tous. Déjà, est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend? Bon, merci, voilà. Voilà, j'ai à peu près 10 heures de sommeil sur les 3 dernières nuits, donc je pense que mon niveau d'éloquence va pas être tout à fait optimal, mais on va quand même essayer de faire de son mieux. On est là pour vous parler de l'immersion. On va commencer par se présenter déjà. Je suis Olivier Larue de la chaîne Ultima Verba, la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence. Et l'immersion est au cœur de ce que j'essaie de proposer, mais dans une façon un peu minimaliste. Je suis l'anti-fibre tigre. Dommage, il est pas là. Et voilà, et puis on va laisser Mickaël se présenter aussi. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Mickaël Galfi, je gère la chaîne Mickaël Galfi Studio. Vous m'avez tous sans doute déjà entendu, mais pas ma voix, mes ambiances, mon travail, du moins je l'espère. Donc on a un studio de 8 personnes, on fait des ambiances. En fait, on fait les 3 couches que vous avez dans un jeu vidéo. Alors, je m'excuse de parler de jeu vidéo à un événement de jeu de rôle. Des fois, c'est de mauvaise aloi. Mais il y a 3 couches, il y a les ambiances, il y a la musique, il y a les effets spéciaux. Nous, on fait tout ça et on espère que vous les utilisez. Et puis, on va attaquer le sujet. Tout à fait. D'ailleurs, on les a utilisés, je l'ai pas assez dit, donc je me rattrape. La partie qu'on a faite avec Joueur du Grenier, MV, Antoine Daniel, a été entièrement sonorisée par Mickaël Galfi. Toutes les musiques, c'est Philippe Melvan, c'est ça, le compositeur? C'est Philippe Melvan qui a fait la musique et les ambiances, c'est moi, oui. Le sujet qu'on a choisi, c'était l'immersion, mais je pense que si vous voulez bien... Alors déjà, on va pas partir sur une conférence. On va prendre 2-3 minutes chacun, et puis après, vraiment poser vos questions, ce sera beaucoup plus convivial. Et l'idée, c'est déjà de définir vite fait ce qu'on entend par immersion. Alors je pense que l'essentiel, c'est de partir du 17e avec la notion de vraisemblance. Non, je plaisante. Bah écoute, je regardais ce que l'Académie disait ce matin sur ce sujet. Ils ont fait un petit exposé sur le sujet. Il y a cela 3 jours, je le regardais de mon bain, n'est-ce pas? Et c'est la sensation d'être dans un milieu, n'est-ce pas? C'est ça l'immersion. C'est tout à fait ça. En jeu de rôle, il y a énormément de choses qui se font en ce moment dans les actual play, et je pense notamment à la dernière proposition de Game of Roll. J'avais envie de partir de ça en fait, avec ce décor complètement fou et ces écrans incroyables, voilà. Et je trouve que l'ambiance, les costumes, tout ça, je pense que c'est pas ça la clé de l'immersion, ou en tout cas il faut d'abord peut-être revenir à ce qui, selon moi, est l'essentiel de l'immersion. C'est le rôle éloquent du maître des jeux et l'acting des joueurs. Souvent on dit oui, mais ça peut être intimidant pour les gens qui veulent commencer le jeu de rôle, de voir des gens faire de l'acting. Et en général, j'ai tendance à répondre que les enfants qui aiment le foot se comparent rarement à Serge qui joue en 4e division à Melun, mais plutôt à Mbappé ou à Messi. Donc il peut y avoir cette espèce de tendance à vouloir dire le jeu de rôle, ça peut aller jusque là, juste quand on a des bonhommes autour d'une table qui discutent. Et pour moi, les éléments essentiels, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conf avec Mickaël, c'est simplement la parole et la musique. Tout le reste c'est accessoire, ça n'enlève rien, mais je pense que la première étape, c'est de savoir par simplement la parole, être capable de créer une ambiance, de susciter des émotions. C'est le pouvoir de l'évocation avant la monstration des images qui posent une ambiance, et voilà. Et quand on a tous ces accessoires en plus, c'est très bien, mais je pense que le premier ingrédient, ça doit d'abord être l'ambiance que pose la narration elle-même et le jeu des comédiens. Voilà. Et je te laisse rebondir là-dessus, débrouille-toi. Écoute, sur le dernier point, je te rejoins absolument. C'est-à-dire que sans narration, on peut difficilement faire du jeu de rôle. On peut difficilement faire du jeu de rôle muet. Je sais pas si certains d'entre vous sont des mimes dans le temps libre, mais on peut difficilement faire du JDR qu'avec du mime. Ensuite, ça dépend des couches de narration et de paroles que vous voulez mettre par-dessus. C'est peut-être mon background à HEC qui va me forcer à faire ça, mais je vais vous parler d'un petit concept en économie qui est l'utilité. Alors, imaginez un axe. Je suis désolé, on va faire un petit peu de maths, mais c'est mon idée. Ok, je me barre. Reste là. Vous avez un graphique avec 2 axes, l'abscisse et l'ordonnée, et vous avez d'un côté en haut, sur le haut, l'utilité. Donc c'est le bonheur que vous tirez de ce que vous investissez. Et sur le bas, c'est l'investissement. Et je considère que la musique ou les ambiances, ça demande très peu d'investissement et vous avez une utilité, vous avez un gain immédiat qui est très élevé. Et tout ce que vous rajoutez par-dessus, c'est un investissement supplémentaire qui vous fait vous déplacer de votre côté, donc sur la droite de cette courbe logarithmique. Alors je suis navré pour les termes.
qui vous demande de plus en plus d'investissement pour un gain en utilité ou donc ici en immersion qui est de plus en plus restreint. Et donc, selon moi, l'élément qui va le plus vous apporter d'utilité, eh bien, ce sera la narration du MJ qui est importante jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que toi, je considère que tu es parmi l'un des meilleurs en termes de narration et dans le vocabulaire. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Bon, c'est parce que tu es à côté de moi que je le dis. Non, non, t'es... non. C'est-à-dire que on va tous investir du temps pour améliorer sa narration, pour trouver des nouvelles manières de par exemple, définir les odeurs, la musique au-delà de ce que la musique elle-même nous offre. J'entends, vous allez mettre une ambiance et certains sons ne sont pas présents dans l'ambiance. Vous allez vous-même les mimer. Vous allez mimer le son, par exemple, des insectes qui vont marcher au sol. Vous allez mimer le son des arbres qui, d'un coup, font un coup, et ce genre de choses. Ça, c'est des éléments que vous pouvez rajouter et qui vous demandent pas beaucoup d'investissement personnel. Mais quand vous voulez atteindre un niveau comme celui d'Olivier, ça va vous demander des années de pratique, des cours, ce genre de choses. Et l'investissement sera, pour moi, à ce moment-là, trop important par rapport à simplement l'ajout d'éléments tels que des miniatures ou une carte. Et c'est pour un peu nuancer ce que tu dis, c'est-à-dire que certes, vous pouvez améliorer votre narration, mais à un moment, si vous voulez faire un bond sur la courbe d'utilité, voilà, on retourne à l'économie et aux principes de base, et sur l'immersion, en fait, vous pouvez utiliser d'autres outils tels que les maps et autres. Mais tu m'en veux là, hein? Ouais, complètement. Là, tu m'en veux. Hein. Non, après, on vous donne la parole, parce que sinon, ça va virer à la conférence. Juste, je contre-nuance. Parce que moi, je tends à me débarrasser de la musique. Et pour l'instant, c'est une vraie dépendance, en fait. Je trouve que avoir une ambiance musicale, ça apporte énormément. Donc, je te rejoins sur l'utilité de la musique, mais un jour, je me débarrasserai de toi. Et pour ce qui est de l'éloquence, je suis le prototype de ça. Je pense que le jeu de rôle est vecteur d'amélioration de sa propre éloquence. Moi, aujourd'hui, je suis professeur d'éloquence, notamment auprès de Sciences Po. Je n'ai pas à proprement parler de formation à l'éloquence, si ce n'est la pratique distanciée du jeu de rôle que j'ai depuis 25 ans, avec ce désir d'aller plus loin que le jeu et de proposer quelque chose qui soit véritablement une forme d'art. Pas tout le temps. Et d'ailleurs, on m'en a fait le reproche. J'ai mes meilleurs potes, dont certains qui sont comédiens de formation, et qui me disent, mec, quand je viens à la table, j'ai pas envie d'être au taf, en fait. Viens, on boit des bières, on bouffe de la pizza, et on fait du JDR, et on fait rouler des dés. Et moi, il m'est arrivé de dire, et je suis conscient aujourd'hui que c'était très brutal, j'ai pas 6 heures pour jouer. J'ai envie de faire plus. J'ai envie de vivre des émotions, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, pourquoi pas, mais de ce qui se passe dans la partie. Et je pense que la pratique juste distanciée, c'est-à-dire avec le simple souci de se dire, allez, sur la partie prochaine, je fais encore mieux, c'est un vrai vecteur d'amélioration de son éloquence. Et de son acting aussi, même si le roleplay n'est pas de la comédie, c'est autre chose. Je pense que c'est vecteur d'amélioration. Et moi, pour moi, ça a beaucoup joué en tout cas. Après, j'ai une formation de prof de lettres. Hein. J'ai pas été catapulté là où je suis simplement grâce au jeu de rôle. Mais c'est le jeu de rôle qui, dans la pratique, m'a permis de m'améliorer. Donc, je pense que, tu vois, ça se nourrit, ça fait un cercle vertueux. Je suis absolument d'accord. D'autant que vous le savez tous, vous faites tous du JDR, je pense. Hein? Je suis absolument d'accord. Mais non, mais au-delà de ça, le JDR vous permet de vous développer personnellement. J'ai beaucoup grandi avec le JDR. Il y a très longtemps, j'étais même pas mal timide. Aujourd'hui, je suis là, du coup, il y a une espèce de changement qui s'est produit tout de même. Je pense que pour vous, c'est pareil. Le JDR vous apporte personnellement, vous vous développez. D'ailleurs, je sais pas si certains s'intéressent à la psychologie. Personnellement, j'ai une grande passion pour la psychologie. Et vous savez dans la thérapie, ça s'utilise énormément le jeu de rôle. Parce que ça permet de se dépasser, ça permet de revivre certains traumas, ça permet d'avancer. Et l'éloquence, c'est l'un des éléments qu'on peut améliorer grâce au jeu de rôle. Et ça vous permet justement, au-delà du jeu de rôle, d'en rapporter quelque chose, d'en retenir quelque chose et de grandir en tant que personne. Donc c'est un élément dans ton sens, parce que au fond, évidemment, je suis d'accord avec toi, mais il fallait te contredire. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on aimerait surtout pouvoir échanger avec vous. On a déjà beaucoup parlé, c'était peut-être un peu long, désolé. Mais on aimerait bien écouter vos questions et vos objections. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord, sans doute, peut-être, vous avez le droit. Et ce serait intéressant d'en parler. Moi, j'ai un petit sondage, en fait, qu'on pourrait faire. J'ai un sondage au-delà de la parole, au-delà d'un certain niveau de parole, on va dire, du MJ moyen. Quel est le premier élément que vous rajoutez à votre partie de jeu de rôle? Qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'utilité en termes d'immersion dans vos parties? Alors, pour qui est-ce que c'est les cartes, par exemple? Une bonne battle map. On a 3 personnes. Pour qui est-ce que c'est... Ah,
4, 5. Pour qui est-ce que c'est l'ambiance, donc pas la musique, vraiment les effets, une ville médiévale, une forêt? Ok, j'ai qu'une personne qui est abonnée à ma chaîne, d'accord. Pour qui c'est la musique? Ah, ouais, d'accord. Pour qui c'est les déguisements ou le costume? C'est assez amusant parce que je sais pas vous, mais quand je parle à des gens, je leur dis je fais des jeux de rôle, ils me disent ah t'es déguisé en elfe autour de ta table et tu... Non en fait c'est jamais arrivé. Il y en a parmi vous qui pratiquent le costume d'ailleurs en partie autour d'une table? Ah oui, ouais mais c'est dans le cadre de l'actual play. C'est dans le cadre de l'actual play. Donc ça peut faire sens, ouais. Mais et hors caméra, Cécile? Hors caméra? Non? Dehors tu sors pas en fée ou autre de chez toi, non? Et pour qui, alors le premier élément de narration, c'est un niveau, je dirais, supérieur de narration, d'éloquence, pour qui seulement la parole est vecteur d'immersion. Et ça fait du sens, il y a quand même pas mal de monde. Et moi j'ai une autre question. Qui pense que l'ambiance de la partie repose essentiellement, pas seulement évidemment, mais essentiellement sur le maître des jeux? C'est une question que j'ai posée en chat il y a pas longtemps. Ah ouais. Et ça c'est vivace, comme c'est vrai que ça joue beaucoup. C'est vrai que ça joue beaucoup, mais je pense que Coco de Studio 4D2, il illustre très bien. Coco, il se définit comme un facilitateur. Oui, absolument. Et en fait, c'est sa façon de laisser les joueurs, au contraire, faire du RP, de voir la parole circuler, qui fait que l'ambiance est incroyable en fait. Et il a cette humilité de me-jeu que peu de me-jeux ont, parce que ça gonfle un peu l'ego d'avoir le contrôle absolu sur la partie potentiellement. Et là, lui, il a cette humilité de prendre du recul pour laisser vraiment ses joueurs dans la lumière et de faire des parties incroyables comme celles qu'on a vécues ensemble au Roll Event de l'année dernière. Coco est très largement l'un des meilleurs MJ que je connaisse, j'ai pu jouer avec lui plusieurs fois, et l'un des éléments pour lesquels il est capable de faire ça, j'ai l'impression, c'est parce qu'il ne vient jamais préparé à la table. Dans le sens où c'est un très très bon improvisateur, et il va simplement s'asseoir et créer une histoire avec les joueurs. Donc en fait, il se met quasiment au niveau des joueurs. Évidemment, il est tout de même le coup près qui va décider si un élément, une action réussit ou échoue, mais il fait partie de l'histoire au sens propre et il se met pas sur un piédestal, j'ai l'impression. Qui parmi vous joue sans musique? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent sans musique du tout? Donc ça veut dire que tous les autres, vous jouez avec musique. Qui ne pourrait pas se passer de musique lors d'une partie de jeu de rôle? Ok, donc pour vous, ça participe vraiment essentiellement de l'ambiance, quoi. Très bien. Oui. Il y a pas eu de questions et moi j'ai une petite question sur la musique justement. Vous posiez la question. Moi je mets pas souvent de musique quand je joue. En revanche, un élément qui me permet de créer de l'immersion, j'utilise beaucoup la décoration. Donc, parfois des costumes, mais c'est rare, mais la décoration. La musique de temps en temps. J'essaye parce que effectivement ça change tout. Et comment vous faites par exemple moi la raison pour laquelle j'utilise peu, c'est parce que j'ai des problèmes d'audition, d'hyperacousie, et du coup ça peut m'enlever de l'immersion justement, et ça devient très difficile, surtout quand je tente d'être MJ plutôt que joueuse, et ça devient très compliqué de gérer des gens qui peuvent avoir des troubles comme ça. Et est-ce que vous avez des solutions ou certaines bandes son qui sont préférables à utiliser, etc. C'est une excellente question, je l'entends souvent comme remarque. J'ai une question qui va être un peu étonnante, mais si tu es à l'extérieur dans une forêt, est-ce que le son te dérange? Alors ça dépend de la forêt, ça dépend d'où, ça dépend s'il y a trop de vent, s'il y a du vent, oui, je vais avoir des problèmes. C'est assez compliqué des fois. Non mais c'est une question étonnante, mais je connais des personnes qui ont, certaines personnes ont certains troubles, et dès qu'il y a un son, par exemple on est dans un parc et quelqu'un parle au fond du parc, il suffit d'avoir une petite voix et d'un coup on les voit complètement déconnectés et à se connecter sur autre chose. Bon ça, si le son est le problème, je peux difficilement t'offrir un son qui n'est pas du son. Si, mais moi j'ai peut-être une... Ah bah je t'en prie, mais j'aurais une autre réponse après. Moi, pardon, vas-y. Comme je dis, il y a plusieurs niveaux de son comme dans un jeu vidéo. Donc tu as les effets spéciaux, c'est par exemple le bruit d'une explosion, c'est le bruit d'un cheval qui va venir, et c'est un son qui fait entre 1 seconde et 1 minute. Pour ce genre de joueur, je pense que c'est idéal parce que ça permet de narrer un élément, et à la fin de la narration, en fait ça remplace la narration du MJ d'une certaine manière, ou ça la sous-tend, et après c'est fini, elle ne te dérange plus. Ensuite tu as la musique au sens propre qui, pour moi, est un outil pour déplacer une émotion, pour partager une émotion au-delà d'une narration, je dirais, objective.
c'est très subjectif la musique, vous la mettez, mais quand vous entendez par exemple la musique de Conan le Barbare, bon, on imagine un barbare tout de suite, mais ça va aussi pour d'autres situations, tandis que si je vous mets l'ambiance d'une forêt, personne ne va me dire, ah, mais ça c'est le 3e niveau de l'enfer, ça, il me semble que je reconnais un démon là. Et pour moi, l'ambiance, au sens propre, l'atmosphère est une espèce de déclaration objective de ce qui se trouve dans un lieu, et j'ai l'impression que ça aide les gens qui sont dans cette situation, dans le sens où ce que tu entends est objectivement ce qui se passe dans la partie. Mais après, si tu as un trouble qui t'empêche, ou une condition qui t'empêche d'être connecté s'il y a du son, ben, mets pas de son, parce que le but c'est t'apprécies ta partie, et puis voilà. Après, j'ai une autre alternative à te proposer si tu joues à distance, c'est de trouver un outil qui permet de mettre en silence cette piste audio, et puis seulement la mettre quand tu as envie de t'immerger en moment de réflexion et autres. Et c'est là-dessus que j'ai envie de rebondir. Parmi ceux qui utilisent la musique, j'imagine que est-ce qu'elle est présente tout au long de la partie? Est-ce que les moments de silence sont rares? Oui. Mais je suis assez pareil, la partie de vendredi avec JDG et compagnie, je me suis fait la réflexion, alors que moi je pratique énormément ça, et c'est la solution que je compte proposer aussi. Moi je pratique énormément la musique précieuse, c'est-à-dire je l'utilise à un moment important, donc il est très important qu'il y ait de longues plages de silence musical pour que ce soit l'acting et la narration qui soient mis en valeur, et pour que le moment où la musique intervienne, on se dise « Ouh là, il se passe un truc ». Le problème, c'est que ça crée très vite un effet de vide. Et pendant la partie avec JDG vendredi, il y a des moments où je les écoutais parler, je me disais, il y a pas de musique là. Ok, je balance une musique. Ouais, mais je mets laquelle de la playlist? Ça devrait aller. Et je n'ai pas réussi à me dire, ouais, il y a pas de musique. Et alors? Parce que j'étais trop sur le spectacle, et donc on a comblé. Il y avait de la musique presque tout le temps pendant la partie. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on fait. Il faut accepter qu'il y ait des plages de silence, parfois qui sont ultra pesantes d'ailleurs. Je sais pas si on va pas spoiler, hein, mais Game of Thrones, les Noces Pourpres. Si vous vous rappelez bien, la fin des Noces Pourpres, il y a 0 musique. Vous avez boum, écran noir, générique, et tout le monde qui fait. Et ça marche super bien le silence aussi. Il y a un film d'ailleurs de Scorsese qui s'appelle Silence, et il n'y a aucune musique extra-diégétique. Il y a des musiques, à un moment donné, il y a du shamisen, de la musique diégétique qui fait partie de l'histoire, mais il n'y a aucune musique d'accompagnement, dite extra-diégétique. Aucune. Vous avez des sons, etc. Et d'ailleurs, il y a un son parfait, un silence parfait, ce qu'on ne fait jamais. On met toujours un peu de bruit blanc pour que ça choque pas l'oreille. Mais quand le mot silence apparaît dans l'introduction, ils sont allés jusqu'au silence parfait dans lequel il n'y a absolument rien. Et quand vous avez toute une salle de cinéma qui retient son souffle comme ça parce que il se passe un truc, le silence c'est vraiment pesant, quoi. Donc je pense qu'on peut jouer avec le silence, et que si on met beaucoup moins de musique, c'est vachement moins fatigué. Moi je connais des gens qui, sans faire de l'hyperacousie, cognitivement c'est compliqué pour eux d'avoir plusieurs informations en même temps. Et donc quand on ne met pas de musique, c'est plus facile, c'est plus relax. Et des fois on s'en rend pas compte. Nous on avait des copains qui nous mettaient combat dans l'outre-monde. Mais on va se mettre dans l'ambiance les gars. Cradle of Filth. Pendant une demi-heure de combat. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au bout d'un moment, ça vrille les tympans, quoi. Au bout d'un moment, on dit, et quand ça s'arrête, même si on s'en rendait pas plus forcément compte, il y a quand même un côté de Donc je pense que le silence, il faut apprendre à en jouer. Et encore une fois, oser mettre la parole d'abord. Je pense que c'est moins une éloquence maîtrisée qui intimide que des costumes et des décors de folie, parce que ça coûte de l'argent. Comment est-ce qu'on va trouver tout ça? Et je pense que ça on n'en a pas besoin, et que c'est hyper intéressant que ça existe, et c'est beau. Mais d'abord, on peut se retrouver un crayon, du papier, une poignée de dés, et on crée nous une ambiance de fou juste parce qu'on s'implique dans la partie. C'est ce que j'ai demandé. Je savais qu'on aurait une partie très rigolote, et c'est marrant que ce soit moi qui me sois retrouvé à masteriser ça, parce que c'est pas l'ambiance sur ma chaîne. On peut faire des choses marrantes, mais ça reste des choses marrantes dans l'histoire. Là, il y avait des blagues, des références bizarres toutes les 5 secondes, etc. Mais j'étais préparé. Et je leur ai juste dit, est-ce qu'on peut faire 5% d'Ultima Werba? Est-ce qu'on peut faire 5% d'immersion? Et je les ai sentis réceptifs. Et ils l'ont fait même plus que ce que je pensais. Et donc, on a réussi à se rencontrer entre les deux. Et ben, ils m'ont donné du RP. Ils ont rebondi, etc. Donc, je pense qu'on peut miser sur l'implication, et comme je dis souvent, je préfère un mauvais RP que pas de RP du tout.
Et quelqu'un qui va faire un accent russe à couper au couteau, ben c'est très bien, d'autant qu'en général l'accent s'améliore parce qu'il va être moins caricatural au fur et à mesure de la partie, mais dès qu'il parle, on sait que c'est le personnage qui parle. Et ça aide aussi à nous impliquer tous à être dedans. Je fais l'effort de prendre une voix différente, je fais l'effort d'avoir une attitude à table différente. Notre implication dans la partie, pour moi, c'est la première source d'immersion, et c'est à portée, quoi. Ça, je pense que c'est à portée de tout le monde, et qu'après on a tous une marge de progression. Tu parlais de pas mettre de la musique tout le temps, et me concernant, bon, c'est mon métier de faire de la musique pour le jeu de rôle. Je n'en mets quand même pas tout le temps. Pour moi, je fais une alternance entre les ambiances et la musique, et comme je dis, pour moi, la musique, c'est une question d'émotion. Donc, je la mets pour renforcer l'émotion que j'essaie de partager avec mes joueurs. Et je l'utilise aussi en particulier quand j'écris le scénario. Alors, je sais pas, parmi vous, qui sont les maîtres de jeu, si vous voulez bien lever la main. On a une majorité de maîtres de jeu, en fait. Et parmi vous, qui utilise de la musique, soit pour vous mettre dans l'émotion, soit pour décrire une scène. Genre, excusez-moi, au moment de l'écriture, Ouais. Ok, intéressant. Et est-ce que vous réutilisez la même musique au moment où vous jouez cette scène avec vos joueurs? Non, apparemment pas. Et ça, c'est très intéressant. Et j'ai pas mal de commentaires sur ma chaîne de personnes qui me disent, je l'utilise, ils le mettent en fond au moment où ils écrivent, et au moment où ils jouent, ils la mettent pas. Et du coup, je suis curieux de savoir si vous pouviez me dire, qu'est-ce que vous mettez à la place? Est-ce que vous mettez quelque chose? Est-ce que vous la remplacez par votre propre narration, votre propre rhétorique? Un courageux. Alors, moi, je vais plus, mettre une autre musique, mais c'est plus parce que sinon, cette musique que j'ai écoutée en écrivant va me replonger dans l'écriture et me sortir de cette immersion, justement, dans la partie. Voilà. Eh ben, c'est très intéressant parce qu'il m'est arrivé la même chose et je me suis rendu compte que c'était une erreur j'avais l'impression du moins que c'était une erreur de réutiliser la même musique. J'ai eu une fin de campagne il y a cela 2 mois et demi, une campagne de 3 ans avec mes potes où j'avais utilisé la musique de Journey, je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo, qui est extraordinaire, la musique. Bon, moi, je suis très, très sensible à la musique, évidemment. Du coup, quand je l'écoutais, j'étais très, très mal. Et parce qu'elle est vraiment profonde, cette musique. Pour moi, c'est le summum de la narration en termes de musique. Le jeu est incroyable. Elle est simple et elle est fantastique. Et au moment où je l'écrivais, je l'utilisais, j'étais pas super bien parce que j'imaginais vraiment toutes les scènes que mes joueurs faisaient. Et évidemment, j'ai vécu un bon moment au moment où je l'ai écrit. J'ai envie que mes joueurs vivent le même. J'ai réutilisé la même musique et moi, j'ai complètement déconnecté parce que j'étais, comme tu dis, je me suis remis dans l'écriture. Du coup, j'étais à nouveau pas bien. Mes potes comprenaient pas. Bon, il y avait quand même eu une fin déchirante pour tout le monde, donc heureusement, j'étais pas le seul à avoir les yeux rouges. Mais je me dis que t'as raison de pas réutiliser la même. Et parce qu'aussi, on plaque une attente sur les joueurs par rapport à l'écriture qu'on a eue. On espère arriver sur cette même fin. Et si on l'a pas entièrement, on crée comment un désespoir, on crée une déception en tout cas, ouais. Une frustration, ouais. Et tu sais plus comment dire. Écoute, j'avais autre chose à dire, mais on a une question au fond. Je ne peux pas réveiller le beau chien. Alors, il y a pas mal d'éléments d'immersion qui ont été cités, et il y en a un, j'ai l'impression, qui a été complètement oublié. Sûrement. La lumière. Personnellement, j'aime bien utiliser des lumières RGB. On va pas citer de marque, mais il y en a qui font ça très bien. Et donc, de nuit, baisser la lumière, garder juste la lumière au-dessus de la table, qui va être en mode bougie. En plein jour, quand ils sont dans une forêt, la lumière verte autour de la pièce, etc., etc. Et ça, je serais curieux de savoir, si on me le permet, bien sûr, pour qui la lumière est importante en partie de jeu de rôle. D'accord, quand même. Ok. Parce que jouer à vampire en plein jour, moi, j'arriverais pas. Par exemple. Et qui n'a jamais pensé à utiliser de la lumière dans ses parties? Parce que je pense aussi qu'il y a une question d'opportunité, c'est qu'on n'y pense pas en général, c'est pas quelque chose qui est démocratisé en fait, j'ai l'impression. Et même
sans utiliser un budget, etc., pour avoir des lumières avec des variateurs, des couleurs, etc. Mais il y a un truc tout bête, nous, c'est ce qu'on faisait quand on était... moi, quand j'ai commencé à jouer, j'avais 14 ans, j'étais au collège, et on utilisait des bougies, en fait. Et le fait de jouer à la bougie à Cthulhu, tout d'un coup, c'est plus du tout la même ambiance. Mais de fait, la lumière, on n'a pas parlé des images aussi, pour le coup, voilà. Les illustrations, ouais. Moi, les images, je suis en phase de désintoxication. Je me rappelle quand on était gamin, on n'avait pas accès à toutes ces images aussi facilement, et il y avait cette phase que j'adorais en fait, et je me suis rendu compte qu'on l'avait perdue par flemme en disant mon perso il ressemble à ça, alors qu'avant on disait alors mon personnage voilà, et alors il y avait on avait la culture de la description littéraire, quoi. C'est-à-dire, tu fais ta description ordonnée, soit des pieds à la tête, soit de la tête aux pieds, soit l'effet de zoom, soit l'effet de dézoom, mais soit alors par les choses vraiment marquantes. Mais il y avait toute une façon de présenter son personnage. C'était une façon d'écrire à l'oral, en tout cas, cette description, et ça me manque en fait. Et je me suis dit, moi qui étais particulièrement, par exemple, moi je me suis costumé à table et je suis allé jusqu'à costumer mes joueurs, et j'utilisais de la décoration, et j'utilisais des images, j'utilisais du son, et je trafiquais ma voix sur des trucs enregistrés que je leur faisais entendre, et je suis vraiment allé progressivement vers et il y avait des phases de GN. On avait un espace qui était quasiment notre plateau de théâtre, et on se levait, on allait faire des trucs là-dessus. Et moi j'ai un pote qui m'a dit mais en fait moi le GN me sort de la partie. Parce que l'imagination va plus loin que ce que je vois, et quand tu me ramènes à ce que je vois, je n'imagine plus la scène qu'on était en train de vivre. Et un jour, je me rappelle, je m'allonge dans un lit, je fais une espèce de mourant, et tout le monde est autour de moi hyper ému, et ce pote en question, lui, est en recul, et il est là, parce que dans sa tête, c'était mieux. Et on peut comprendre, on n'avait pas les moyens hollywoodiens, donc forcément, voilà, et moi j'étais en pyjama, comme ça, voilà, et pas dans un kimono éclatant comme le personnage l'était. Et pour certains, quand on mélange l'imagination sur une base de réel, c'est plus compliqué que de l'imagination pure. Et c'est pour ça que, et la chaîne m'a vraiment poussé à aller dans ce sens-là, en plus c'est quand même plus simple à organiser, de se dire non, je vais vraiment vers l'épure de plus en plus, et aller vers le minimalisme absolu de plus d'images, on parle, c'est le langage qui va installer l'ambiance. Par contre, on va être hyper impliqué, c'est pour ça que j'ai un format un peu intimiste, où j'ai toujours qu'un seul invité, que je joue ou que je masterise. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'immersion, et monsieur, pareil, sur l'écriture. Je me suis présenté complètement à l'arrache, en fait, j'ai pas trop dit qui j'étais, parce que le Twitch c'est vraiment annexe en fait, mais moi j'ai la chance de vivre du jeu de rôle depuis 5 ans à peu près. Je relis énormément de textes, j'en écris, j'encadre des projets, voilà, pour Arcane, Edge et Black Book, c'est les 3 éditeurs avec lesquels je travaille. Et systématiquement, quand je relis un projet ou quand j'écris pour un projet, je me mets une musique en lien avec ça. J'ai besoin de cette bulle, de cette immersion. Mais de fait, après, c'est beaucoup plus facile pour moi aussi, quand j'improvise, mais que j'utilise de la musique, d'avoir une playlist, c'est de me dire tiens, ouais, je vais leur mettre celle-là, je vais leur mettre celle-là, parce qu'en même temps, j'engrange une discographie dans ma tête qui me permet d'utiliser la musique en impro. Et ça, je sais que par contre, c'est parfois peut-être plus compliqué. C'est difficile de faire une partie qui n'est pas préparée avec de la musique. Avec des ambiances, je pense moins, puisqu'on sait ce qu'on va chercher. Mais improviser une partie avec des musiques pertinentes, c'est quand même chaud. À moins d'avoir... Écoute, ça dépend. En fait, c'est une question de culture, dans le sens où c'est comme la rhétorique ou la capacité à s'exprimer de manière claire, ça se travaille. Votre culture cinématographique, vous l'avez travaillée, votre culture musicale, vous l'avez travaillée, et au fond, si vous passez beaucoup de temps à chercher des références, à faire des playlists sur Spotify, sur YouTube et autres, quand vous improvisez, vous savez là où aller chercher l'info. C'est ce que je fais me concernant. Bon, évidemment, c'est mon métier, donc c'est plus simple, mais quand j'improvise, je sais toujours quelle ambiance je vais aller chercher, et ça me demande plus tellement d'efforts. Après, oui, je crois que j'ai répondu à la question en fait. Mais quand j'improvise, j'improvise énormément. C'est plutôt comme ça que je fais mes parties habituellement. J'invite les potes, on commande de la pizza et puis on joue juste entre nous. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Je perds pas beaucoup de temps à écrire, sauf pour les fins de session. Et en principe, j'ai tout un tas de playlists Spotify que j'ai préparées si jamais. Si j'ai des grosses parties, évidemment, je vais choisir dans ce que j'ai préparé. Mais j'utilise par contre la musique comme moyen d'immerger les joueurs dans un moment spécifique. Donc j'utilise de moins en moins la musique au sens propre, mais vraiment, enfin en permanence, mais à des moments vraiment spécifiques. Typiquement, il n'y a pas si longtemps, mes joueurs étaient dans une espèce de grotte. La grotte était en train de s'effondrer, ils étaient en train de glisser, et j'ai utilisé la musique In the Halls of the Mountain King
c'est la musique qui fait tu 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 et qui accélère vraiment de plus en plus vite vers la fin. Et ça a eu un effet narratif qui était exceptionnel parce que je voyais les joueurs se stresser et ils savaient qu'à la fin de la musique, s'ils n'étaient pas sortis de la grotte, ils finissaient sous les décombres. Et c'était complètement improvisé. Et c'était l'un des moments les plus intenses que j'ai vécu dans le jeu de rôle. Et c'était juste une petite soirée comme ça d'impro entre nous. Juste une musique qui n'est pas la mienne et qui a fait cet effet. Ça me fait penser à un truc que je vous invite à faire si vous n'avez jamais testé et que vous vous sentez suffisamment à l'aise avec votre groupe et avec l'exercice. Programmer plus ou moins une playlist, improviser sa partie entièrement à partir des musiques. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que la musique m'évoque que la scène évolue. Et j'ai fait ça une fois ou deux, et c'était hyper intéressant. Et l'idée de tout d'un coup avoir cette musique là qui crée une ambiance incroyable parce qu'on joue vraiment avec un répertoire en plus du répertoire classique. C'est vrai que ça donne des choses absolument incroyables parce qu'on peut se reposer entièrement sur la musique. Moi, évidemment, naturellement, je vais aller vers la parole, mais on peut partir de la musique aussi. Et puis des fois, ça vous est sans doute arrivé. On écoute une musique et puis boum, on s'imagine une scène, on dit ah ouais, j'ai une scène trop cool. Et parfois même, c'est sur cette scène qu'on va faire tout le scénario. Et puis qu'on va greffer d'autres musiques, etc. Et tu m'avais partagé une expérience que tu avais avec des amis où tu avais entièrement fait le début d'une campagne ou une partie très importante sur la musique de Matrix, tu m'avais dit, non? Tu te souviens de ça? Oui. Tu veux nous le raconter? Oui, oui, allez. On sortait de Matrix 2. On était mitigés, mais on était tous hypés comme des gosses sur la scène de l'autoroute. À la limite, le film, on l'avait oublié, quoi. Mais waouh, la scène de l'autoroute, on va chercher la musique, Mona Lisa Overdrive, tout. Et on était comme des fous, on s'écoutait ça en boucle. Et en fait, je l'écoutais tellement en boucle que j'ai fini par la connaître par cœur. Et c'est quelque chose que je fais. Par exemple, moi, j'utilise pas mal de timecode. C'est ce que j'ai fait vendredi. C'est pour ça que j'avais des petites feuilles. Je fais souvent des introductions lues sur des musiques calées, mais en fait, j'essaye d'être précis et je me mets à 44 secondes de la musique, tu dois en être là dans ton texte, à 1 minute 6, tu dois en être là, etc. Et parfois, je crée aussi des effets, c'est-à-dire que je me mets une musique et je me dis, décris-leur telle scène jusqu'à 1 minute 6. Typiquement, à un moment donné, ils se baladaient dans la forêt, et donc je décris... non, c'était pas MV, c'était Antoine Daniel. Et donc je décris la scène de vous vous baladez dans la forêt, etc., entre les arbres. Et j'attendais, parce que je savais que à 1 minute 6, il y aurait le pain, et que je me disais, c'est là que je vais leur montrer le fort. Et je dis, entre les branches, sous la clarté de la lune, vous voyez la silhouette grisâtre du fort que vous cherchiez. Pain. Et j'ai vu dans l'œil d'Antoine Daniel, il est venu m'en parler après d'ailleurs. Et ça marche très très fort. Et la musique de Mona Lisa Overdrive, je la connaissais tellement par cœur que je faisais traîner mes descriptions en fonction de la musique. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce passage de ralentissement au milieu avec le Kyrie eleison. Je leur décris en fait un accident en slow motion. Et je dis la voiture s'élève dans le ciel, et donc ils avaient la musique et je faisais traîner, vous voyez les étincelles, vous voyez des morceaux de métal qui giclent de partout, etc. Et tout d'un coup elle retombe, et au moment où je fais retombe, la musique repart. Et ça, ils étaient comme des fous. Quand vous maîtrisez un morceau, je vous invite à jouer à fond dessus. Je suis en train de faire complètement ta pub et plus du tout la mienne. Mais c'est parfait, ça me va très bien. On est sur la musique, mais c'est vrai qu'on peut vraiment faire de la musique un vrai outil de narration, quoi, sur laquelle on peut complètement se reposer. Une question là-bas. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de musique reconnaissable, ça peut augmenter ou justement diminuer l'immersion au sein de la partie? J'aime beaucoup cette question parce que j'ai 2 réponses à donner et du coup je me mouille pas. Écoute, je fais les deux. C'est-à-dire que j'adore la musique de Doom Eternal, par exemple, j'adorais le jeu, j'adore ce gros métal qui tabasse vraiment bien. Mes joueurs savent que c'est une espèce de marque que j'utilise au moment d'un gros combat inattendu où ils vont devoir tout donner. Et c'est un espèce de marqueur, c'est en fait la culture de notre table, si je puis dire, où je l'utilise à ce moment-là. Par contre, pour les moments vraiment critiques où ça va développer l'histoire, le lore de la partie et va lui donner notre propre sonorité, notre propre couleur, je veux dire, je vais pas utiliser les morceaux connus. Je vais pas utiliser la musique de Skyrim, même si je l'adore. Je vais pas utiliser la musique de Final Fantasy ou World of Warcraft, parce que ça va déjà apposer tout
toute une sélection d'émotions, de mémoires, de nostalgie sur cette partie. Et à moins que ce soit véritablement ce que je veux lui donner à ce moment-là, j'essaie de trouver des morceaux qu'ils ne connaissent pas bien. J'ai eu fait par exemple des campagnes, ou plutôt des petits scénarios sur le monde de Warcraft parce que j'ai adoré le jeu vidéo et j'ai recréé les races et compagnie. Et là, j'ai vraiment exclusivement utilisé la musique de WoW parce que déjà, elle est magnifique, elle est incroyable, et parce que c'était l'idée de restituer ça. Mais si j'avais voulu créer mon propre monde, et ben à ce moment-là, j'aurais utilisé mes propres ambiances ou musiques ou celles de mes amis. Parce qu'ils les connaissent pas et à ce moment-là, ils peuvent recréer à neuf tout un imaginaire, toute une culture. Personnellement, quand je joue sous licence, j'utilise quasi exclusivement les musiques des licences, l'Anneau Unique, Game of Thrones, Star Wars. Et je n'utilise jamais une musique trop reconnaissable d'une autre licence sur quelque chose de plus neutre ou encore pire sur une licence autre. En revanche, je pense qu'il y a aussi il faut savoir marquer l'aspect précieux d'une musique. Ouais. Je pense que vous avez tous en tête Duel of Fate de Star Wars, hein. Je veux dire, l'arrivée de Dark Maul, c'est voilà. J'ai mené toute une campagne de Star Wars pendant laquelle je savais mes joueurs attendaient à la moindre baston le pam pam et dès que il y a en plus des morceaux où vous retrouvez un tout petit bout du thème et vous avez la table qui fait ah, ça y est. Mais en fait, j'ai fait le choix de ne garder cette musique que pour le dernier combat de la campagne au bout d'1 an sur le gros duel à coups de sabre laser. Et en fait, j'avais coupé la musique en plusieurs parties pour mettre... En fait, la scène était triple. Il y avait un combat d'un côté contre un gros méchant, il y avait les Jedi qui se fritaient leur méchant Jedi, et il y avait aussi un combat dans l'espace. Et donc on tournait comme ça par tour, hein, exactement comme s'ils étaient tous au même endroit, mais sauf qu'ils étaient chacun à leur endroit. Et donc suivant qui était, je passais sur un tronçon ou l'autre de la musique qui correspondait à leur scène. Mais Duel of Fate, je peux vous garantir qu'au moment où ils ont entendu les premières notes, en plus on avait des faux sabres laser à table, à des Master Replica, et j'ai balancé le pimpin, et à la table ça fait bzou, bzou. On était comme des gosses. Donc je pense qu'il faut prendre soin de ces musiques. Trop les écouter, les penser, c'est prendre le risque de les abîmer finalement et de les rendre banales. Il y a une question pour toi et moi j'en aurai une pour toi après. Enfin, il y a une question et moi j'en aurai une pour toi après. C'est pas tout à fait une question, c'était juste pour... on est à 4-5 minutes de la fin, ça passe très très vite quand c'est intéressant. Chers amis visiteurs, un petit message de la part de votre buvette au 2e étage. Si vous n'avez pas goûté, sachez que les burgers sont à moins 50%. Je répète, sachez que les burgers sont à moins 50% à la buvette du 2e étage. Voilà, donc sachez que si vous avez un petit creux, ça va être bientôt le moment d'y aller. On a quelques minutes. Je voulais voir s'il restait une question dans le... Non, il fait une question au fond, non, c'était... Non, il chasse les mouches. Il se grattait la tête. Tu avais une question toi du coup? Oui, moi j'ai une question pour toi. On peut finir là-dessus. Ouais. On a parlé des thèmes sur la musique, on n'a pas parlé beaucoup de la narration. Et est-ce que toi tu utilises des vocabulaires différents pour certains personnages? Comme on pourrait le voir dans certains livres, par exemple, les romans, des personnages s'expriment d'une certaine manière. Quand tu fais la narration à la 3e personne, est-ce que tu les notes? À l'écrit, j'ai travaillé un concept que j'appelais l'identité langagière, et effectivement, chacun de mes personnages a une façon propre de parler. Mais à l'oral en impro, c'est compliqué. En revanche, j'ai une narration thématique. Quand on a joué à Star Wars et qu'on a joué à Marvel, je disais à mes joueurs, Avengers, c'est Disney, Star Wars, c'est Disney, il n'y a pas de gros mots. En fait, je veux que les répliques des personnages, elles puissent rentrer dans cet univers, elles puissent être dans le film, elles puissent être crédibles. Donc, partie sans gros mots, pas de grossièreté. Le jour où on a joué à Cyberpunk, je pense que au bout des 2 premières heures, on avait rattrapé le retard de grossièreté des 2 dernières années sur Marvel et sur... Enfin, c'était Mutant Mastermind d'ailleurs, et sur Star Wars. Donc, moi, j'aime avoir des musiques adaptées à un jeu, j'aime avoir un système adapté à un jeu, et j'aime avoir aussi une façon de jouer, de nous exprimer, qui colle à l'ambiance du jeu. C'est normal qu'il y ait des grossièretés tous azimuts à Cyberpunk. Je trouve que après, quand on est dans un truc plus enfantin, etc., c'est chouette de jouer le jeu, parce que c'est pas facile, ça nous invite aussi à aller chercher autre chose. On a tous l'habitude de balancer 3-4 mots, et sur ma chaîne, d'ailleurs, moi, je suis en mode, je veux vraiment que les parents qui viennent voir ce que regardent leurs enfants, parce que je sais que
pas beaucoup, mais de très jeunes spectateurs, je veux que les parents puissent se dire ah mais en fait c'est clean, il peut y aller. Moi je veux être le sourire Colgate du jeu de rôle. Et c'est assumé, c'est ma position. Je veux que les gens puissent se dire le jeu de rôle c'est sain. Donc il y a pas de gros mots. Tous les invités que je reçois, je leur dis. Et donc on a le gimmick de language quand il y a un gros mot qui sort. Mais j'en ai quelques-uns qui ne s'en rendent même plus compte. Je dis language, j'ai dit quoi? Et vraiment, mais c'est naturel. Donc quand on maîtrise son langage, on se réapproprie sa façon de parler et du coup on a plus de précision dans l'ambiance qu'on peut composer par le langage. Je sais pas si je réponds vraiment, mais tu réponds tout à fait, oui. Et d'où en fait le gain que vous avez à améliorer votre diction et votre vocabulaire dans le jeu de rôle, parce que vous pouvez le transposer ensuite dans la vie de tous les jours et c'est un vrai gain. Donc on est dans du développement personnel là. Mais par rapport à vous, qui ici en tant que joueur, en tant que maître de jeu, plutôt en tant que joueur, vous définissez un vocabulaire particulier avant d'incarner votre nouveau personnage? Vous travaillez votre vocabulaire, Ah ouais, quand même. Alors, je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu, Buvette, 2e étage, les burgers sont à moins 50%. La boutique des goodies, c'est Fialotique, qui a une grande braderie sur les goodies, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et on gagne des choses, nous avons des objets prouvés, donc si vous avez carré quelque chose, on fait une battle de micro. Bien genre on parle beaucoup plus fort que lui, tu vois. Effectivement. Donc, ok, mais ça fait quand même beaucoup de monde à part ça. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'était pour conclure du coup sur ce que tu disais. Je vous laisse. Je suis très étonné parce que ça fait beaucoup de monde qui travaille le vocabulaire du personnage et veut l'incarner du début à la fin en fait, parce qu'au final c'est l'une des seules armes du joueur. C'est pas le joueur ou la joueuse qui va apporter la carte, les miniatures, les lumières et tout ça. Le joueur apporte sa partie, c'est son jeu d'acteur. À moins que vous ayez convenu d'autres choses avec votre maître de jeu, mais souvent c'est que votre personne que vous apportez et puis la pizza. Et c'est bien de voir que les joueurs font l'effort aussi de se créer un persona. Voilà. Bravo à vous en tout cas, ceux qui font l'effort. Oui, moi je suis très agréablement surpris aussi de découvrir ça pour le petit mot de la fin. J'ai joué à Exil, on embrasse Emmanuel Garbi, c'est un jeu magnifique. Et il y a une ambiance dans Exil, une ambiance belle époque, etc. Et je m'étais procuré le Raspail, un dictionnaire de l'arguche, le dictionnaire de l'argot je vais être poli, des prostituées et des voleurs du 19e siècle. Et j'avais noté tout un tas d'expressions pour ce personnage-là qui s'appelait Sanglot. Et j'ai de magnifiques souvenirs. Et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure sur la pratique distanciée. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont pratiqué le théâtre ? Une autre question, est-ce qu'il y en a qui ont été amenés au théâtre par le jeu de rôle avec le désir de faire un meilleur RP? Ah ben c'est très beau, voilà. Moi je suis allé au théâtre, mais pas pour faire du théâtre, parce que je voulais améliorer mon RP. C'est ce que je vous invite. Alors peut-être pas aller jusque là, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir cette pratique distanciée du JDR. C'est-à-dire de se dire, ok, sur quoi est-ce que je peux m'améliorer? Parce que quand on est très détente, on finit par tourner en rond, surtout quand on joue avec les mêmes joueurs. Moi j'ai un ami que j'adore, mais on est un vieux couple. Parce que je vois venir ses ficelles à des kilomètres, parce qu'il improvise beaucoup, on joue ensemble depuis 15 ans et on n'arrête pas de se crêper le chignon parce que bah oui mais ça en même temps tu nous l'as fait 20 fois, bref. Et je pense que vouloir s'améliorer, c'est une belle manière de ne pas tourner en rond quoi. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à enrichir notre connaissance de la musique, comme tu disais, du vocabulaire, notre pratique théâtrale. Et puis ce qui est fou avec le jeu de rôle, c'est que tout ce qu'on fait à côté va nous servir, soit comme connaissance, soit comme compétence. Ce sera mon mot de la fin pour moi. Je te laisse si tu veux. Bien, un mot de la fin tout simple. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de votre participation et de vos yeux tournés vers nous. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, c'est la première fois que je participe à quelque chose comme ça. Merci pour l'invitation. Si jamais on reste là pour discuter un moment, avec grand plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on peut les applaudir effectivement.